Après plus de 60 ans passés à captiver le public et à laisser une empreinte indélébile sur scène et à l'écran, le monde a fait ses adieux à une véritable icône le 26 septembre 2024. Christopher Christopherson était plus qu'un simple homme. C'était une force de la nature dont l'influence s'est répercutée sur plusieurs générations. Pour certains, il était la voix incomparable de chansons qui semblaient parler directement à l'âme. Pour d'autres, il était l'acteur qui apportait une honnêteté brute et une force tranquille à chaque rôle qu'il jouait. Et pour ceux qui ont eu la chance de le connaître loin des projecteurs, Chris était un ami fidèle, une âme douce au cœur aussi grand que son talent. Peu importe comment vous le connaissiez, ou même si vous ne faisiez que l'admirer de loin, une chose restait indéniable. Christopher Christopherson était une légende. Mais comme tant d'autres légendes, sa vie recelait des secrets, des histoires cachées aux yeux du public. Dans les derniers moments de sa vie, Chris s'est confié sur des moments très personnels, souvent déchirants, des sons existants, des révélations qui en ont laissé plus d'un sans voix. Mais pour vraiment comprendre la profondeur de ces dernières confessions, il faut d'abord remonter le temps et revisiter le parcours extraordinaire qui a façonné l'homme derrière le mythe. Chris Christopherson n'était pas un enfant texan comme les autres. Né à Brownsville le 22 juin 1936, il était l'aîné d'une famille de 3 enfants issus d'un milieu militaire strict. Les déménagements constants lui ont inculqué la discipline et une résilience tranquille. Finalement, la famille s'installe à San Mateo, en Californie, juste à temps pour que Chris entre au collège. À la fin de ses études secondaires, en 1954, il est déjà évident qu'il a quelque chose de spécial. L'étincelle de la créativité, de la passion, de la détermination a commencé à briller. Et il ne faudra pas longtemps avant qu'elle embrase le monde. Il fréquente le Pomona College, en Californie du Sud, où il se découvre une passion pour l'écriture, en particulier pour les œuvres du poète William Blake. Chris ne se contente pas de s'essayer à l'écriture. Il excelle dans ce domaine. Il remporte plusieurs prix pour ses écrits, dont le premier prix d'un concours de nouvelles organisé par l'Atlantic Monthly. Mais il n'était pas seulement un rat de bibliothèque. C'était une star sur le terrain de football et il s'est même essayé à la boxe, prouvant qu'il était aussi coriace que talentueux. Après avoir obtenu son diplôme avec mention en 1958, Chris a décroché une bourse Rhodes pour étudier la littérature à Oxford. Il est donc parti pour l'Angleterre, où il s'est lancé dans l'écriture de chansons parallèlement à ses études, se produisant sous le nom de Chris Carson dans des clubs locaux. Il enregistre quelques morceaux pour un petit label, mais sans succès. Après avoir obtenu son diplôme, il retourne aux États-Unis sans savoir ce qu'il va faire. Face à une décision importante, Chris prend un virage radical. Au lieu de poursuivre une carrière universitaire, il suit la tradition familiale et s'engage dans l'armée américaine. Il suit une formation de ranger et de pilote d'hélicoptère, avant d'être stationné en Allemagne de l'Ouest. Mais malgré la distance qui le séparait de chez lui, la musique restait présente dans sa vie. Il a même formé un groupe avec des camarades soldats, se produisant lors de divers événements et entretenant son esprit créatif tout en servant son pays. En 1965, Christopherson avait gravi les échelons jusqu'au grade de capitaine et s'est vu offrir ce que la plupart considèrent comme une opportunité de rêve, un poste de professeur d'anglais à West Point. Mais alors que sa vie semblait toute tracée, un voyage à Nashville cet été-là a tout changé. L'énergie musicale de la ville l'a profondément marqué et, soudain, l'idée de rester dans l'armée a perdu tout son attrait. Chris a donc pris une décision audacieuse. Il a refusé le poste à West Point, a démissionné de l'armée et s'est lancé dans une nouvelle aventure incertaine pour devenir auteur-compositeur de musique country. Ce n'était pas seulement un changement de carrière, c'était un saut dans l'inconnu, qui lui a coûté très cher, surtout au niveau familial. Ses parents, en particulier sa mère, ont été dévastés par sa décision, estimant que Chris avait gâché une carrière prestigieuse pour un rêve chimérique. La tension était si forte que Chris n'a pas adressé la parole à sa mère pendant plus de 20 ans. Pendant cette période, Chris a vraiment ressenti le poids de ses choix. Il luttait pour se faire un nom dans l'industrie musicale tout en jonglant avec une série de petits boulots pour joindre les fins du mois. En plus de cela,
Il devait faire face à des frais médicaux croissants liés à une malformation de l'œsophage de son fils, ce qui ajoutait encore plus de stress à une situation déjà difficile. Sa vie personnelle a pris un coup dur et il a divorcé de sa femme en 1968. L'un de ses emplois pendant cette période consistait à balayer le sol des studios d'enregistrement Columbia à Nashville. Cela pouvait sembler être un travail sans avenir, mais c'est dans ce rôle peu glamour que Chris a croisé le chemin de June Carter. Saisissant l'occasion, il lui a remis une cassette de ses chansons et lui a demandé de la transmettre à Johnny Cash. Elle l'a fait, mais Cash l'a jetée sur une pile d'autres cassettes, laissant Chris sur la liste d'attente. Pendant ce temps, pour joindre les deux bouts, Kristofferson a travaillé comme pilote d'hélicoptère commercial pour Petroleum Helicopters International dans le sud de la Louisiane. Pendant 3 ans, il a alterné entre les plateformes pétrolières, les vols en hélicoptère et les allers-retours à Nashville pour présenter ses chansons. Malgré la routine, cette période s'est avérée fructueuse sur le plan créatif. Certains de ses plus grands succès, Not Help Me Make It Through the Night at Me and Bobby McGee, ont été écrits pendant ces longues heures tranquilles passées sur les plateformes pétrolières. Cependant, à ce stade, Chris était désespéré et tentait tout pour percer dans l'industrie musicale. Et comme on dit, quand on est désespéré, on est prêt à tout. Quelques semaines après avoir donné ses cassettes à June Carter, il a décidé de prendre les choses en main, littéralement. Dans un geste fou qui fait désormais partie de la légende de la musique, Chris a piloté un hélicoptère et l'a fait atterrir dans le jardin de Johnny Cash. Cela a définitivement attiré l'attention de Cash. Après avoir écouté Sunday Morning Coming Down, Cash a su qu'il avait quelque chose de spécial et a décidé de l'enregistrer. La chanson a été un succès et, en 1970, Kristofferson a remporté le prix de la chanson de l'année au Country Music Association Awards. C'était la grande percée dont il avait besoin. Même avant cela, ses chansons commençaient lentement à gagner en popularité. Dave Dudley sort son single Vietnam Blues en 1966. Et bien que son propre album Golden Idol Killing Time, sorti en 1967, ne rencontre pas le succès escompté, d'autres artistes commencent à s'intéresser à lui, à la fin des années 60. Sa musique est reprise par des légendes de la country telles que Roy Drusky, Jerry Lee Lewis et Roger Miller. Des chansons comme From the Bottle to the Bottom et Me and Bobby McGee commençaient à définir Kristofferson comme un auteur-compositeur doté d'un sens profond et brut de la narration. Mais c'est l'interprétation de Me and Bobby McGee par Janis Joplin qui l'a véritablement propulsé au sommet. Sortie à titre posthume en 1971. La version de Joplin a atteint la première place des charts et y est restée pendant des semaines. Du jour au lendemain, tout le monde voulait une part du gâteau de Kristofferson. Ses paroles étaient enregistrées par Ray Price, Joe Simon et même le grand Kenny Rogers. En l'espace d'une nuit, Chris était passé du statut de pilote de plateforme pétrolière avec un rêve à celui de l'un des auteurs-compositeurs les plus recherchés du milieu. Et ce n'était que le début. Au début des années 70, Kris Kristofferson surfait sur la vague du succès. Mais comme dans toute bonne histoire, il y eut quelques obstacles sur le chemin. Son 12e album, The Silver-Tongued Devil and I, sorti en 1971, a décollé, consolidant sa réputation non seulement en tant que compositeur, mais aussi en tant qu'artiste à part entière. Des chansons comme Love et Her Was Easier ont captivé les auditeurs par leur émotion brute, et Hollywood n'a pas tardé à s'intéresser à lui. Chris a fait ses débuts d'acteur dans le dernier film réalisé par nul autre que Dennis Hopper. Il se produit même au festival de l'île de White, où il côtoie les plus grands noms du rock de l'époque. Sa carrière dépasse alors les frontières de la musique country. À la fin de l'année 1971, Kris Kristofferson est passé du statut d'auteur-compositeur relativement inconnu à celui de grande figure de la musique country. Ses chansons étaient partout, et 3 d'entre elles étaient en compétition dans plusieurs catégories aux Grammy Awards. Il était clair que Chris avait atteint le sommet. En mars 1972, il remporta le Grammy de la meilleure chanson country pour Help Me Make It Through the Night. Son ascension vers la célébrité était officiellement confirmée. Peu après, Chris sortait Jesus is a Capricorn en 1972.
qui connaissait un énorme succès grâce à son premier single country numéro 1, Why Me. L'album se vendait à un demi-million d'exemplaires et atteignait la première place des charts country en novembre 1973, prouvant que Chris n'était pas là pour faire un passage éclair, mais pour rester. Pendant cette période passionnante de sa carrière, la vie personnelle de Chris prend également un tournant. Après son divorce avec sa première femme, il retrouve l'amour auprès de la chanteuse Rita Coolidge. Les deux artistes partagent non seulement une histoire d'amour, mais aussi une collaboration musicale très appréciée des fans. Leur premier album en duo, Full Moon, se classe directement en tête des charts country en 1973. Et le duo remporte 2 Grammy Awards pour ses chansons From the Bottle to the Bottom, It Lover, Please. Pendant un certain temps, ils ont formé le couple idéal de la musique country, tant sur scène qu'à l'écran. Les albums solo de Chris pendant cette période, Spooky Ladies Sideshow, Who's to Bless and Who's to Blame, It's a Real Thing, ont connu un succès honorable, mais ils ne pouvaient rivaliser avec l'énorme succès de la bande originale de A Star is Born, sur laquelle il a travaillé avec Barbra Streisand. Cette bande originale s'est classée en tête du Billboard 200 et a été certifiée disque de platine en 1977, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Ce n'était pas seulement un succès country, c'était un tube grand public qui a encore renforcé la renommée de Chris. À la fin des années 60, Chris a sorti quelques autres albums, tels que Easter Island et Shake Hands with the Devil, ainsi que son dernier album en duo avec Coolidge, Natural Act, avant que le couple ne se sépare. Même si son mariage avec Rita a pris fin, la musique de Chris a continué à résonner auprès de ses fans. D'autres légendes de la country, comme Willie Nelson, ont continué à reprendre ses chansons. Et ils ont même collaboré ensemble. Les années 80 et 90 ont été une période mouvementée pour Chris Christopherson, marquée à la fois par des triomphes et des revers. Tout en continuant à sortir des albums solo comme To the Bone en 1981, Third World Warrior in 1990 et A Moment of Forever in 1995. Ce sont ses collaborations et ses contributions à des bandes originales qui ont vraiment brillé pendant cette période. L'un de ses projets les plus remarquables est The Winning Hand en 1983, où Chris s'est associé à des légendes telles que Willie Nelson, Dolly Parton et Brenda Lee. L'album s'est classé 4e au palmarès des meilleurs albums country du Billboard, rappelant à tous que Chris avait toujours le pouvoir d'attirer les foules. En 1984, Chris s'est lancé une nouvelle fois dans le cinéma en jouant dans Songwriter et en contribuant à la bande originale, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure musique. C'était une reconnaissance importante de son talent musical au-delà de la musique country. L'année 1985 a été particulièrement mémorable pour Chris. Non seulement il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame, mais il a également rejoint le supergroupe country The Highwaymen aux côtés de Willie Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings. Leur premier album, Highwaymen, a connu un succès retentissant, se classant numéro 1 des charts country et produisant plusieurs chansons mémorables, dont la chanson-titre nominée aux Grammy Awards. L'album s'est finalement vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Le groupe a enchaîné avec Highwaymen 2 en 1990, qui a valu une nouvelle nomination aux Grammy Awards, mais leur dernier album ensemble, The Road Goes On Forever, sorti en 1995, n'a pas connu le même succès. Malgré ses hauts et ses bas, l'héritage musical de Chris a continué de s'enrichir au fil des décennies, notamment grâce à ses collaborations légendaires et au respect qu'il a gagné en tant que compositeur. Cependant, la musique n'était pas la seule chose qui faisait de Chris une idole dans l'industrie. Chris Christopherson ne s'est pas contenté d'écrire des chansons emblématiques. Il avait également des vues sur Hollywood. Au début des années 1960, alors que sa musique commençait à connaître un succès considérable, il s'est lancé dans le cinéma avec The Last Movie de Dennis Hopper. Il a ensuite enchaîné les rôles aux côtés de grands noms. Il a joué avec Gene Hackman dans Cisco Pike, a incarné le rôle légendaire de Billy the Kid dans Pat Garrett et Billy the Kid, et a travaillé aux côtés d'Ellen Burstyn dans Alice n'est pas ici, de Martin Scorsese. Pas mal pour un débutant au cinéma.
mais c'est un film qui a vraiment révélé Kristofferson à Hollywood. Jouant le rôle d'un rocker vieillissant aux côtés de Barbra Streisand, Kristofferson a apporté une énergie brute au personnage. Même si les critiques n'étaient pas vraiment élogieuses. Malgré les critiques, le public a adoré et le film est devenu un succès au box-office. La bande originale, qui mettait en vedette Kristofferson et Streisand, a également connu un énorme succès. Alors que Kristofferson était déjà une star dans le monde de la musique, ce film lui a valu un Golden Globe du meilleur acteur et l'a rendu célèbre à Hollywood. Après cet exploit, cependant, les choses ont ralenti. Tout au long des années 80 et au début des années 90, Kristofferson s'est retrouvé dans une série de téléfilms oubliables. Et même ses projets au cinéma, comme Heaven's Gate et No Place to Hide, n'ont pas eu beaucoup d'impact. Il a toutefois endossé un rôle politiquement engagé dans la mini-série America, qui imaginait un futur dystopique où l'Union soviétique avait pris le contrôle des États-Unis. Alors que sa carrière d'acteur semblait sur le déclin, Kristofferson a fait un retour fracassant dans Lone Star. En incarnant le personnage complexe du shérif Charlie Wade dans ce film acclamé par la critique, il a rappelé à tous qu'il avait toujours un talent d'acteur indéniable. Il décrocha ensuite des rôles dans la trilogie Blade Vampire, dans le film émouvant A Soldier's Daughter Never Cries et dans des films d'action tels que Payback avec Mel Gibson et La planète des singes de Tim Burton. Même à la fin de sa carrière, il resta actif, apparaissant dans des films plus modestes tels que The Motel Life et The Western Traded. Que ce soit à travers la musique ou le cinéma, Kristofferson a toujours su se mettre en avant, prouvant que le talent et la détermination peuvent mener loin. Cependant, comme beaucoup d'autres stars, il a lutté contre une addiction qui a failli lui coûter la vie. Kristofferson a mené un combat acharné contre l'alcoolisme, qui a failli détruire sa vie et sa carrière. Dans les années 1960 et 1962, il se décrivait lui-même comme un alcoolique fonctionnel, dépendant fortement du tequila Jack Daniels et de tout ce qui lui tombait sous la main. Pour Kristofferson, l'alcool n'était pas seulement un mode de vie, c'était une béquille. Ses habitudes de consommation étaient si extrêmes qu'il ne pouvait même pas s'imaginer jouer sans un verre à la main. Cela faisait partie de sa routine, de son identité pendant ces années-là. Dans une interview accordée au magazine People, Kristofferson a révélé qu'il ne pensait pas dépasser l'âge de 30 ans. Il buvait tellement que son foie avait gonflé jusqu'à atteindre la taille d'un ballon de football, signe évident que son corps souffrait des conséquences de son addiction. Bien qu'il ait réussi à arrêter de boire d'un seul coup à un moment donné, la bataille n'était pas terminée. Plus tard dans sa vie, il est retombé dans ses vieilles habitudes, admettant qu'il gardait toujours un demi-gallon de José Cuervo dans sa caravane, s'assurant qu'il ne soit jamais vide. Malgré le succès qu'il a connu en tant que compositeur et acteur, l'alcool a failli lui coûter tout ce qu'il avait, comme beaucoup d'autres personnes sous les feux de la rampe. Il a été confronté au défi très réel de la dépendance. Cependant, l'alcool n'était pas le seul combat que le chanteur-compositeur a mené tout au long de sa vie. En effet, Kristofferson parlait souvent de son sentiment d'être un imposteur, malgré tout son succès dans la musique et le cinéma. Il mentionnait fréquemment qu'il avait l'impression de ne pas appartenir au monde du spectacle, même s'il avait acquis la célébrité et la reconnaissance. Ce sentiment d'imposture était en grande partie dû à son parcours atypique vers la célébrité. Après avoir été boursier Rhodes et pilote d'hélicoptère dans l'armée avant de se lancer dans la musique, Kristofferson s'est toujours senti un peu à l'écart de ses pairs. Dans des interviews, il a confié que le doute de soi était une constante dans sa vie et qu'il remettait souvent en question son talent et sa valeur. Même après avoir écrit certaines des chansons les plus emblématiques de la musique country et reçu de nombreuses distinctions, il luttait contre la conviction qu'il ne méritait pas vraiment son succès. Son ouverture d'esprit sur ses insécurités lui a valu l'affection de nombreux fans, qui appréciaient son authenticité et son humilité. Malheureusement, rien n'est éternel, pas même la vie de l'un des plus grands artistes de tous les temps. Kristofferson s'est éteint paisiblement à son domicile de Maui, à Hawaï, le 28 septembre 2024, à l'âge de 88 ans. Bien que sa famille n'ait pas révélé la cause exacte de son décès,
Kristofferson avait parlé ouvertement de ses problèmes de santé au cours des années qui ont précédé son décès. Il souffrait de perte de mémoire, initialement attribuées à la maladie d'Alzheimer ou à la démence, mais qui ont finalement été diagnostiquées comme étant la maladie de Lyme. Malgré ses difficultés, Kristofferson est resté proche de sa famille et a continué d'être une figure très appréciée dans les industries de la musique et du cinéma. Il laisse derrière lui sa femme, Lisa Myers, et ses 8 enfants, Tracy, Chris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelliot Blake. Il laisse également 7 petits-enfants. Sa famille a exprimé sa gratitude pour le temps passé avec lui et pour l'amour que lui ont témoigné ses fans tout au long de sa vie.